J'ai rencontré, quand vous êtes pasteur, vous écoutez beaucoup de gens et c'est vraiment un métier privilégié, enfin, c'est une vocation, un métier, c'est vraiment chouette. Mais je vais prendre des raccourcis. Si je ne suis pas clair ou si je vais trop vite, vous m'interrompez, vous me contredisez, on discute. C'est pas une conférence, hein. C'est un échange, quoi. Je me suis rendu compte assez vite, étant converti à l'âge de 20 ans, en théologie à 21 ans, baptisé à 23 ans, pasteur stagiaire à 25 ans. Je me suis rendu compte très vite, en étant pasteur d'église, que ça n'est pas parce que vous êtes adventiste. Bon, vous le savez déjà, je ne vais rien vous apprendre. Mais ce n'est pas parce que vous êtes adventiste depuis 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes bien dans votre couple. Je l'ai vu un petit peu à la maison. J'avais mon papa qui connaissait la Bible par cœur. Une de ses marottes était de coincer les témoins de Jéhovah. Il fermait tous les verrous de la maison, il les invitait, il fermait tous les verrous, et puis après, il les matraquait pendant des heures. Mais le couple, ça ne marchait pas bien. Donc vous pouvez être un spécialiste de la religion, ça ne garantit rien. De la même manière, il y a une tendance qui me semble regrettable, c'est, mais j'aime expliquer, ne tapez pas tout de suite, c'est de compter sur Dieu pour régler les problèmes. Enfin, comment dirais-je? Bien souvent, non, je vais donner un exemple concret. On était en pastoral, ça remonte peut-être à 10-15 ans, avec tous les collègues de la Fédération France Nord, et puis je disais, mais nous, pasteurs, on a besoin d'aide, parce qu'on est un peu seuls. Si on a un problème, on peut pas en parler à l'église, c'est difficile de parler à certains collègues, l'association pastorale, ça dépend de qui a été élu. Vous voyez, c'est un peu délicat, on a besoin d'aide. Ce serait génial si on pouvait avoir de temps en temps un support spirituel, un support psychothérapeutique. Euh, et donc, une partie du corps pastoral a bien compris, c'est passé tout seul, et une autre partie du corps pastoral a dit, non, quand on a un problème, il faut prier. Oui, bien sûr qu'il faut prier quand on a un problème. Qu'on n'a pas de problème aussi, il faut prier. C'est bon de prier. Mais ce n'est pas parce qu'on prie que Dieu règle les problèmes. En particulier quand les demandes des prières ne sont pas en conformité avec la réalité, non pas à cause d'une mauvaise volonté, mais à cause d'un manque de conscience et un manque de lucidité sur soi-même et sur l'autre. De la même manière, ce n'est pas parce qu'un pasteur, moi j'aurais bien voulu avoir le pouvoir de bénir des couples. Et donc à partir du moment où j'ai apposé ma bénédiction, les gens sont contraints au bonheur. Ils ne peuvent plus se planter. J'aimerais bien. Je pense que je monnaierais, je pourrais changer de maison. J'aimerais bien. Mais le pasteur, il n'a aucun pouvoir exécutif. Zéro. Dieu a tout le pouvoir. Le pasteur ne fait que représenter l'Église dans une supplique à notre Seigneur. Et donc, parfois, malheureusement, certains jeunes couples s'imaginent que parce qu'ils ont été à l'église, parce qu'ils se sont mariés, que le pasteur ou le curé ou l'imam a posé sa bénédiction, que ça va aller. Bon, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc, j'ai été obligé de me poser des questions. Comment ça se fait qu'on puisse avoir une religion et que la religion ne règle pas les problèmes de couple? Et comment se fait-il que dans certains cas, la religion aggrave les problèmes de couple? Et je vais vous donner tout à l'heure 2-3 exemples très concrets, mais vous en aurez aussi. Donc pendant que je parlerai, je vous invite à m'interrompre de temps en temps, à apporter un témoignage, une réflexion, une question. Il y aura un temps de questions à la fin, mais j'aime mieux si c'est interactif dès le début. Et je vais donc vous parler des schémas d'inadaptation précoce, parce que ça joue un grand rôle dans beaucoup de difficultés que beaucoup de couples rencontrent. Bon. Pour parler des schémas d'inadaptation précoce, on va se mettre dans l'ambiance avec un personnage de la Bible, qui est le roi Saül. Pendant tout le récit qui parle de Saül, on va se rendre compte que Saül, il a un gros problème. C'est quoi son problème? Alors l'ego, et ça se manifeste comment? De quoi est-ce qu'il a peur? Il ne veut pas qu'on lui pique sa place. Tu dis? Non, j'ai dit oui, c'est l'orgueil, c'est le pouvoir. Ok, le pouvoir. Il veut garder le pouvoir. Ok. Alors la jalousie, elle se manifeste en particulier à quel moment? Elle commence quand, par exemple, par rapport à David?
Oui, Quand que- les gens crient dans la rue, les femmes chantent. Ça aurait été les hommes, ça aurait été moins grave. Mais les femmes chantent. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et alors là, le texte nous dit, c'est à partir de ce moment que Saül eut David en horreur. Et il va lui donner la chasse toute sa vie, quoi. Saül va faire des bêtises. Quand il va être repris par le prophète Nathan, il va trouver des subterfuges. Et ce qu'il va trouver à dire, au lieu de dire j'ai fait des bêtises, j'ai sacrifié alors que j'aurais pas dû, il va dire viens avec moi et honore-moi devant le peuple et j'adorerai ton Dieu. Vous voyez, Saül a un petit problème qui est devenu son maître directeur. Il veut que les gens l'admirent. Il veut être toujours le premier. Il veut être au-dessus de tout le monde. Est-ce que c'est parce que c'était déjà le plus grand et le plus beau? Vous savez ce que la Bible dit de Saül? Elle dit qu'il n'y avait en Israël personne qui était plus haut que Saül et que tout le monde était moins beau que lui. Enfin bon, c'était le plus grand, le plus beau, vous voyez, etc. Et il voulait rester à cette position-là. Maintenant, je voudrais vous poser une question simple. Quelqu'un qui veut absolument garder sa position, et de préférence au-dessus des autres. Comment cette personne se sent émotionnellement? Comment est-ce qu'elle est constituée émotionnellement? Oui. Oui. C'est juste pour dire que le pouvoir est un piège aussi. Uh-huh. C'est-à-dire, on a vu parfois des êtres humains, notamment, je pense parfois à ce président, je crois, d'Haïti, qui était au départ un pasteur généreux, je me trompe. Aristide. Voilà. Bertrand Aristide. Qui était quelqu'un de très très bien, et tout à coup, quand il a le pouvoir, il change complètement, il devient presque fou. Enfin, et il devient monstrueux. Le pouvoir change les hommes aussi. Oui, C'est vrai. Il révèle peut-être les côtés les plus, soit les plus positifs, soit les plus sombres. Oui, Ça dépend de comment on le gère. peut-être qu'au Effectivement. départ, Saül, c'était un jeune homme beau, c'est sûr, de belles figures, de belles prestances. Et peut-être qu'il était correct. Mais il s'est laissé pervertir par son pouvoir, comme beaucoup d'êtres comme ça. Comme beaucoup d'êtres humains, effectivement, merci beaucoup. Imaginez maintenant que je sois premier ancien de cette église. Qu'on a encore de 5 anciens, je suis le premier ancien. Et puis, les nominations arrivent. Alors, 3 mois avant les nominations, j'ai commencé à distribuer des petits cadeaux aux uns aux autres. Je lance des petites rumeurs sur Twitter sur le deuxième ancien. Bon, et puis les nominations arrivent, et puis je ne suis pas nommé premier ancien, mais je suis deuxième ancien. Et c'est le drame pour moi. Qu'est-ce que ça dit de moi? Oui, un manque de confiance en soi et aussi un manque. Alors peut-être d'affection, d'humilité et puis d'estime de moi. De maturité émotionnelle. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de maturité. Il peut y avoir la maturité intellectuelle, la maturité conceptuelle et la maturité émotionnelle. Et donc quelqu'un qui s'accroche au pouvoir comme une sangsue, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de sa valeur propre. C'est quelqu'un qui doute sans cesse et c'est quelque chose qui va le rendre malheureux pendant probablement toute sa vie. Oui? ou alors le contraire, c'est quelqu'un qui a une tellement haute opinion de lui-même qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir quelqu'un de supérieur à lui. C'est-à-dire, en fait, c'est une maladie de l'estime de soi, soit en dévaluation, soit en surévaluation. Mais c'est la même chose. Voilà. Oui, les deux côtés d'une même pièce. Complexe de supériorité, complexe d'infériorité. Et quand je passe mon temps à me dénigrer ou bien mon temps à me survaloriser, ça veut dire que j'ai un petit problème. Hein? C'est pas grave, on en a tous. Moi, j'en ai plusieurs. Je fais des soldes sur les complexes, si vous voulez. Hein? Je les brade en ce moment. J'en ai suffisamment pour tous, pour partager. Hein? Ça n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas en avoir conscience, parce que quand on n'en a pas conscience, cela prend un pouvoir extraordinaire dans vos vies. Et il existe donc une théorie qu'on appelle la théorie des schémas d'inadaptation précoce, qui dit quelque chose de très simple. Hein. C'est que vous recevez, quand vous êtes petit, entre 0 et 5 ans, personnellement je pense entre moins 9 et 5 ans, vous recevez entre moins 9 mois et 5 ans, vous recevez une empreinte.
vous recevez en quelque sorte une carte du monde psycho-émotionnel et elle va vous servir de repère pour vous guider. Alors je le dis avec 2-3 mots un petit peu techniques, mais c'est très simple à comprendre. Il y a 2 choses à retenir. La première chose, c'est l'inertie. Quand vous prenez une boule de pétanque en acier, vous la lancez sur ce sol-là, l'inertie va faire qu'elle va suivre une certaine trajectoire. Bien, vous prenez un enfant, vous le maltraitez tout le temps, vous l'insultez, vous le méprisez, il va suivre une certaine trajectoire. Cette trajectoire, on va le voir, elle pourra se manifester dans 3 directions différentes, on va le voir, mais ces 3 directions différentes auront comme point commun que cette empreinte que l'enfant a reçue est centrale dans son fonctionnement. Ça, c'est la théorie. Ça va pour la théorie ou est-ce que j'explique un petit peu différemment? J'explique un petit peu différemment. Ça m'aide à voir le monde. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé. Supposez que ça, ce soit la manière dont mes parents m'ont traité. Oh, tu es un tellement bon petit garçon, je suis tellement fier que tu sois là. Ou bien, bon sang, pourquoi est-ce que ce préservatif a craqué? Excusez-moi. Enfin bon, c'est pas grave, vous pourrez vous en prendre à votre pasteur, moi je pars de toute manière après. Tant pis si je dérape. Ça n'a pas le même sens, vous voyez? Si à chaque fois que mes parents me regardent, ils me regardent avec un air de dépit, du type « mon sang, la contraception n'a pas marché », ou bien ils me regardent avec un air de joie et de fierté, et quand je me plante à l'école, qu'ils me disent « tu t'es planté à l'école, viens mon chéri, montre-nous où est-ce que tu as eu du mal, allez on prend le temps ensemble, on regarde, est-ce que tu as bien compris maintenant, ça va mieux, t'inquiète pas mon fils, tu vas y arriver ». Ça n'a pas le même sens, l'épaisseur du verre et la qualité du verre, elle n'a pas le même sens que si on me dit « Laetitia, ton fils a encore eu 3 sur 20, tu te débrouilles, moi je ne sais plus quoi faire avec cette âne ». Ça n'a pas le même sens et je ne vais pas voir le monde de la même manière selon le type de lunettes qu'on va me donner. Et donc, on va le voir dans les schémas, hein. On va le voir. Ça va devenir très concret. Ça compte, la petite enfance, pour ceux qui vont avoir des enfants un jour, ça compte beaucoup. Donner beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup d'indulgence. Et aider vos enfants, moi j'y travaille. Hein. Je travaille sur moi-même parce que je viens plutôt de la culture. Tu n'as eu que 13 sur 20 là, tu veux manger ce soir? C'est là d'où je viens, vous comprenez? Et j'ai pris une grosse leçon le jour où un frère de la Fédération suisse, Michel Dufournet, je pense qu'il est bien connu, Michel Dufournet, j'ai pris la claque de ma vie. Mais lui, il s'en est jamais rendu compte, hein, je ne lui ai pas dit. Il me disait, oui, la manière chrétienne d'évaluer un enfant qui fait une erreur d'addition, c'est pas de lui dire, dis donc crétin, t'as tout raté, c'est de lui dire, c'est bien, tu as réussi les centaines, tu as réussi les unités, et je pense que pour les dizaines, tu peux faire un peu plus précis. C'est chouette, non? Moi, quand mes enfants font une erreur en mathématiques, j'ai tendance à aller faire un test de paternité pour bien vérifier, quoi, mais... Donc j'ai pris de grandes leçons d'humilité, Enfin, je les prends toujours, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on grandit, en prenant des claques aussi. Bon, symboliquement, je veux dire. Hein. Donc, pendant la petite enfance, on reçoit, on va le dire comme ça, une carte du monde dans lequel on est placé et dans lequel se trouvent avant tout nos parents, comme 2 grands phares, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos copains, la maîtresse. Toutes ces personnes-là jouent un rôle dans la carte du monde et en fonction de l'enfance que vous aurez vécue, la carte du monde d'un enfant A sera complètement différente de la carte du monde d'un enfant B. Ça, c'est important de le comprendre. Parce que parfois, dans les couples ou dans les familles, on dit « mais tu ne vois pas que, tu ne comprends pas que, c'est pourtant évident que j'ai besoin d'eux ». Non, en fait, ça n'a rien d'évident parce que c'est corrélé à la carte du monde que j'ai dans la tête. C'est corrélé, si vous préférez, au type de lunettes que je porte. Hein? Il y a des gens qui voient la vie en rose, des gens qui voient la vie en noir, il y a des gens qui voient la vie en déficit de soi, il y a des gens qui, comme Saül, ont le sentiment qu'ils n'existent et qu'ils ne sont aimés que s'ils sont au top du pouvoir. Autrement dit, ils ont un doute sur leur valeur ontologique. Ontologique, ça veut dire la valeur en soi-même. Ils pensent que pour avoir de la valeur, il faut
avoir le pouvoir, ou être bon, ou être riche, ou être grand, ou être beau. En particulier quand ils n'ont pas goûté à l'amour de Dieu. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais avancer sur les schémas si vous voulez bien. Est-ce que vous avez malgré tout des questions, des remarques pour l'instant? Donc soit j'ai été d'une clarté limpide, soit j'ai été tellement confus que vous avez même oublié votre propre prénom. Oui. On va commencer par... Alors, ils sont classés dans un livre que je vous recommande et que je recommande à votre lecture. Oui, on arrive à bien lire, ça va. Qui s'appelle « Je réinvente ma vie ». Quelqu'un le connaît, ce livre? Alors, il y a deux auteurs. « Je réinvente ma vie ». Les deux auteurs sont... Je connais les noms de famille. Young, comme jeune en anglais, Y-O-U-N-G. Et le deuxième auteur est Klosko, K-L-O-S-K-O. K-L-O-S-K-O. Young et Klosko. Je réinvente ma vie. Ce bouquin-là, je peux vous le dire, je n'ai pas honte de le dire. Je suis même plutôt fier en fait de dire, c'est un bouquin qui a probablement sauvé mon couple avec Laetitia, parce qu'on ne se comprenait pas. On avait tous les deux des schémas complémentaires qui se nourrissaient l'un l'autre, et c'était la catastrophe. Donc, c'était pas la catastrophe dans le sens qu'on criait, c'était pas du tout ça, hein. C'est pas le genre de la maison. Mais simplement, on était frustrés et dans l'incompréhension tous les deux. Donc, juste avant de commencer avec les schémas liés aux besoins de sécurité, d'attachement et d'affection. Ce bouquin, que je recommande très chaudement à votre lecture, très très chaudement, ce bouquin vous explique donc que, en fonction des dysfonctionnements éducatifs ou émotionnels que vous avez vécus, vous allez développer des schémas, que ces schémas vont devenir axiaux, centraux si vous voulez, dans vos vies, et qu'il y a 3 manières de réagir à ces schémas. La première manière, c'est la soumission. La deuxième manière, c'est l'évitement. Et la troisième manière, c'est la contre-attaque ou la surcompensation. Et on va voir tout de suite de quoi on parle. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, Oui, on arrive à lire, ça va. Bien. Imaginez des parents riches, papa est cadre dans une grosse boîte, cadre supérieur, maman est banquière, au conseil d'administration d'une banque internationale, et papa et maman me couvrent d'argent, de cadeaux, et la nourrice s'occupe de moi, mais papa et maman ne sont jamais là pour moi. Ils sont sans cesse entre un avion, ils sont en décalage horaire, et quand ils sont là, ils sont tellement fatigués qu'ils ne sont pas là. Je peux développer, entre autres choses, ce qu'on appelle un schéma d'abandon et d'instabilité. Alors, pour bien comprendre, il faut savoir qu'un schéma est quelque chose par nature de furtif. Qui connaît le mot furtif et qui peut me le définir? Qui passe sous les radars. Indétectable. Voilà. C'est furtif. Et puis, donc on ne se rend pas compte qu'on a un schéma, typiquement. Sinon, ça n'est plus un schéma. Et puis la deuxième caractéristique, c'est qu'un schéma va chercher à se perpétuer. C'est un petit peu abstrait, mais vous allez voir de quoi je parle. Il y a de vrais exemples de la vraie vie, de tout ce que j'ai entendu et vécu, bon, ça va être clair. Donc, un enfant qui a un schéma d'abandon va avoir une tendance à avoir l'abandon qui est un thème central de sa vie. Et il va souvent réagir de 3 manières, en particulier quand il n'est pas conscient de ce schéma-là. Première manière, c'est qu'il va se soumettre au schéma. Autrement dit, je ne sais pas si j'ai un schéma d'abandon, je vais épouser par exemple, ou je vais m'attacher à une fille qui est extraordinairement volage. Ah oui, c'est du vieux français ça, volage. Comment est-ce qu'on dit en français nouveau?
Coureuse. Non, c'est du vieux, c'est encore plus vieux. Voilà, qui est infidèle. Qui collectionne les hommes. C'est une croqueuse d'hommes. Je vois des jeunes qui me regardent sans comprendre. Je me sens vieux. Ou bien, si je suis une femme qui a un schéma d'abandon, je vais tomber amoureuse, je ne sais pas, du Premier ministre de la France, par exemple. C'est compliqué d'avoir une relation avec un gars qui part à 4h du matin à Matignon et qui revient éventuellement à 23h le soir. C'est chaud, comprenez? Bon, c'est quelque chose qui peut arriver une fois, mais quand ça arrive 5 fois de suite, que 5 fois de suite vous tombez amoureuse d'un homme indisponible ou de femmes infidèles, ça veut dire que ce n'est pas les hommes ou les femmes qui ont un problème, c'est vous qui avez un problème. Est-ce que ça peut être aussi des femmes qui sont intéressées que par des hommes mariés aussi? Oui, parce que quelque part, c'est la garantie que l'homme n'est pas vraiment disponible, pas pleinement disponible. Et donc, l'idée qui est là, c'est qu'il y a un schéma, un petit peu comme un petit bonhomme, si vous voulez, qui est dans la tête et qui vous pousse à tomber amoureux seulement de gens qui vont l'alimenter lui, au détriment de votre bonheur à vous. Par exemple, j'ai rencontré une sœur d'église, c'est la sœur que j'ai suivie le plus de temps, j'ai suivi pendant 2 ans. 2 visites par mois pendant 2 ans. Elle était vraiment au fond du trou, la petite dame. Hein. Et donc, au fond du trou, elle avait été mariée 5 fois, un peu comme la Samaritaine, tiens. Et à chaque fois, comme maintenant que j'y pense. Et à chaque fois qu'elle s'est mariée, le même scénario. D'abord des hommes charmants, des hommes tendres, des hommes qui parlent avec une grosse voix. Salut. Hein, qui ouvrent la porte, etc. Et puis, une fois qu'elle est mariée, c'est fini. Et alors, il y avait une petite sœur qui me disait ce matin qu'après le mariage, les hommes changent. On sent qu'il y a de la souffrance, quelque part en arrière-plan. Bon. Mais là, dans son cas, cette petite dame-là, c'était vrai. À chaque fois, les hommes changeaient complètement et c'était des abus de langage, de la violence verbale, de la violence physique. Et le dernier, celui qui était en train de la quitter quand je suis arrivé et que je suis devenu son pasteur, il l'avait quitté avec 120 000 francs, c'était des francs à l'époque, de dette. Donc il avait pris ses papiers, il avait fait des cartes le roi Merlin, des cartes au champ. Dès qu'il voulait, il devait peindre une poignée de porte, il allait acheter le pistolet à peinture, la combinaison intégrale de cosmonaute, enfin la totale. Bref, 120. Et moi j'étais chez elle et on recevait régulièrement des coups de fil de... c'est pas des maisons de redressement, c'est des recouvrements, des sociétés de recouvrement. Ils sont pas tendres, hein. Ah, c'est des gens qui vous attrapent comme ça et vous secouent, hein. Le pognon. Et donc, 5 fois de suite, la petite sœur est tombée amoureuse d'hommes qui ont fait une virevolte, qui ont complètement changé dès qu'elle a été en leur pouvoir. Donc, elle se disait, tous les hommes sont des salauds, hein, pour le dire, et vous protestez avec votre pasteur. Hein. Fabien, je ne le connais pas. Il a l'air gentil. Il m'a appelé, on a échangé au téléphone. Tout ce que je dis comme bêtise, Fabien. Vous voyez avec Fabien. Ah, c'est pas Fabien? Ah bon? Il n'est pas là. Bon, à vous. Bon. Mais c'est ce qu'elle disait. Elle disait, tous les hommes sont des salauds. Non, à un moment donné, il faut te demander pourquoi est-ce que tous les hommes par lesquels je suis attiré ont ce fonctionnement-là. Mais elle ne s'était jamais rendue compte de cela. Caractéristique des schémas furtifs et il a une tendance à se répéter, à se nourrir. Donc quand je me soumets, la reddition, c'est se rendre. Drapeau blanc, j'abandonne, je me soumets au schéma. Je vais créer des situations de vie dans lesquelles je serai abandonné d'une manière ou d'une autre. Okay? Donc, quand j'évite le schéma, ben, je vais éviter de m'attacher à quelqu'un. Ça m'évitera de me faire abandonner. Ou bien, je vais être un don Juan. Je vais collectionner les conquêtes féminines, mais dès que ça commence à devenir un petit peu proche, je vais trouver une ou plusieurs bonnes raisons de quitter et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Vous voyez? Et puis, quand je suis dans la surcompensation du schéma,
eh ben, je vais devenir ultra, ultra possessif. Parce que je ne veux pas être abandonné. Donc, supposons que je sois le mari de Christine. T'es où? Ah bon? Mais je t'ai dit il y a 5 minutes que j'étais au supermarché. Oui, d'accord, mais maintenant tu es où? C'était à 5 minutes? Bon. Et tu fais quoi? Eh ben, je fais les courses. Et tu es toute seule? Ben oui, je suis toute seule. 5 minutes plus tard. Et maintenant, t'es où? Vous voyez? Comportement ultra possessif qui dénote une peur de l'abandon. Donc, que je choisisse des partenaires indisponibles, que j'évite de m'attacher, être en donjon, que je sois au contraire ultra possessif, t'es où? Et pourquoi? Et pourquoi t'as regardé ce mec? Et pourquoi? Là, vous vous rendez compte que le schéma d'abandon est quelque chose d'axial. Alors, le mot axial, je vais l'employer de temps en temps. Ça veut dire qu'il est central dans mon fonctionnement. Ça va? Oui? Quand Oui, tu es au supermarché, je sais. oui. Imaginons que l'on se retrouve dans une de ces situations. On constate un de ces comportements chez le conjoint. Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que c'est moi qui dois me remettre en cause? Est-ce que c'est le conjoint qui doit se remettre en cause? Ou bien sûr, la réponse ce sera forcément les trois. Est-ce que ce sont les deux qui doivent se poser des questions sur leur positionnement? Alors justement, j'ai plusieurs points, plusieurs pistes à suggérer à la fin. Ce que je peux déjà dire, c'est que faut travailler ensemble. Et parfois, il faut même travailler avec l'aide d'une troisième personne, un professionnel. Ça aide beaucoup, ça aide vraiment beaucoup. Oui. Sinon, on a une technique qu'on nous a appris à Collonges qui consiste à briser la rotule gauche du conjoint récalcitrant. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Oui, vous ne pouvez pas, je suis bien d'accord, vous ne pouvez pas attraper un conjoint et lui dire, bon, mais on va travailler maintenant. Après, s'il y a des problèmes structurels majeurs qui sont énoncés, qui sont verbalisés, qui sont clairs, et qu'un conjoint ne veut vraiment pas travailler, il faut s'interroger sur la pertinence de la validité du couple. Hein. Il faut s'interroger. Je ne dis pas qu'il faut se séparer. Il faut s'interroger. C'est un minimum, je pense. C'est clair? Et c'est vraiment vicieux parce que, regardez, hein, qu'est-ce qui va se passer, Christine, quand je t'aurai envoyé 48 SMS par jour, des coups de fil, que j'aurai mis des trackers, c'est des petites puces espions là, sur la voiture pour voir si tu es bien là où tu dis. Il va se passer quoi au bout de 2 mois ou 2 ans à ce régime-là? Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc le souhait que ça s'arrête et donc de se séparer. Voilà. Et donc, par ce comportement ultra possessif, généré par une peur de l'abandon, je vais générer de l'abandon. Parce que personne qui est mentalement équilibré ne reste avec une personne... Sauf les personnes, les frères musclés qui sont plus forts que moi, mais eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi, je ne critique pas. Mais personne d'équilibré ne reste avec quelqu'un qui vous harcèle en permanence. Vous me suivez? Donc, la peur de l'abandon génère encore de l'abandon. L'évitement de l'abandon génère de l'abandon, et la reddition à l'abandon génère de l'abandon, sans que la personne ne se rende compte, et à son détriment, c'est un schéma d'une adaptation précoce. Des questions, des remarques? Vas-y. Et si la personne, elle est consciente de ce schéma, mais qu'elle continue, est-ce qu'elle a un autre problème du coup à résoudre? Parce que c'est pas normal en fait de continuer à avoir le même comportement quand on en a conscience. Tu lui as déjà brisé la rotule gauche ou pas? À ce stade-là, non, je plaisante. je parle d'une femme. Alors, dans ma compréhension des choses, bon, pour répondre à ta question, lisez le bouquin. Le bouquin est beaucoup plus clair et beaucoup plus intéressant que moi. Et 2, dans ma compréhension des choses, c'est tout à fait normal qu'elle continue, même en ayant conscience. C'est dans la nature même du schéma.
ça n'est pas irréversible, mais c'est une lutte, c'est un combat. Parce que les schémas, comme certaines émotions, ont une tendance à assujettir notre intelligence. Assujettir notre intelligence, comment est-ce que je peux dire ça à des jeunes gens modernes de l'an 2022 ? Qui peut m'aider ? Oui, guider, canaliser notre... C'est exactement ce que je fais quand, par exemple, je veux un nouveau simulateur de vol. Je trouve d'un seul coup un tas d'arguments incroyables pour ma femme que je dois convaincre. Voilà, mon intelligence est assujettie à mon envie d'avoir ce nouveau simulateur de vol. J'aime bien les simulateurs de vol. Bon. Alors je propose une collecte pour que je... Vous voyez, c'est comme vous avez déjà gagné des millions à la loterie espagnole ou vous avez déjà reçu les emails ? Vous avez jamais reçu les emails comme quoi vous avez gagné des millions à... Moi aussi, j'ai gagné 4 millions d'euros à la loterie espagnole. Mais j'avais jamais été en Espagne et je ne joue pas au loto. Bon. Je vais voir quand même sur Internet pour voir si des gens tombent, dont je tape loterie espagnole escroquerie sur Google, pour voir s'il y a des gens qui tombent dedans. Eh bien, vous savez quoi ? Il y a des gens qui tombent dedans. Alors au début, je me dis, bon, ben, ces gens sont, bon, je sais pas, ils sont pas très évolués, ils sont un peu bébêtes. Ben, vous savez quoi ? Certains oui, certains sont très intelligents, très très intelligents. Et vous savez ce qui leur arrive ? Leur intelligence est asservie par leur envie d'avoir l'argent. Et il y a des gens qui sont, un petit peu bébêtes, comme ce gars qui démissionne après avoir reçu l'email, qui insulte son patron, qui claque la porte. Et puis quand il se rend compte que c'est une escroquerie, il revient voir le patron et il ne comprend même pas pourquoi le patron ne veut pas le reprendre. Donc là, on se dit, bon, et pas futé quand même, il ne faut pas exagérer. Et puis il y a ce médecin qui dit, ben, je ne suis pourtant pas idiot, basiquement, je suis quand même médecin, c'est pas rien. Mais c'est à partir du moment où je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent ? C'est à partir de ce moment-là que c'était fini, que j'ai arrêté d'avoir un esprit critique, une lucidité. Et donc, les schémas ont la capacité d'assujettir l'intelligence. Et si on ne rentre pas dans un combat, dans une négociation aussi, dans une discussion aussi avec soi-même, c'est tout à fait normal d'avoir conscience d'un schéma et de continuer. C'est dans l'ordre naturel des choses. Ce qui va plus loin que l'ordre naturel des choses, c'est ce que Dieu nous permet de faire, notamment dans Sécurisant, mais j'en parlerai également à la fin, c'est de non pas éradiquer le schéma. À ma connaissance, tu ne l'éradiques jamais, mais c'est que d'un seul coup, tu le démasques. Tu le démasques et ensuite tu parles avec lui et tu négocies avec lui pour qu'il perde son pouvoir sur toi. Voilà, mais c'est du quotidien. Hein. Elle a grandi comme ça et à mon sens, ce sera jusqu'à sa mort. Et par contre, ce qui peut ne pas être jusqu'à sa mort, c'est le pouvoir que ces schémas ont sur elle. Les schémas peuvent rester jusqu'à ta mort sans pour autant avoir un pouvoir sur toi. Je ne sais pas, par exemple, si tu es un homme et que tu aimes les femmes, tu peux très bien aimer les femmes sans forcément te jeter dans la luxure. Ouais. Tu peux très bien apprendre à négocier avec toi-même et à te gérer. Voilà. Mais il faut avoir conscience. Il faut avoir conscience. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Non, j'ai dit, il y a certains comportements qui en deviennent, on va dire, instinctifs. Enfin, on va dire ça comme ça, que c'est, même si on sait qu'on a ce problème, un peu comme les péchés, bah, parfois, si on, comme vous dites, on ne négocie pas et on ne se penche pas sur ce sujet ou ce problème-là, bah, on le sait, mais on le fait quand même. C'est ce qu'on appelle souvent de l'impulsion, en fait. Mm. Tu ne peux pas t'en empêcher. Et c'est quand, après, tu commets en fait, cet acte-là qui, pour toi, normalement, tu sais qui est récurrent, bah, justement, à la fin, tu finis par te dire, ah ben voilà, tu as encore plus de culpabilité. Tu as encore plus de culpabilité, beaucoup plus de mal-être, mais encore et encore, chaque fois, ça va revenir et il y aura en fait une dégradation au fur et à mesure en fait de l'estime de l'être. Oui, on emploie l'expression compulsion, qui décrit très bien ça. Et on pourrait utiliser un autre mot qu'instinctif qui est automatique. Ça, c'est automatiquement, quoi. Il y a des comportements automatiques, il y a des pensées automatiques. Du genre, de toute manière, personne ne m'aime. Hein, de toute manière,
ça va me retomber dessus. Hein? Calimero, non, vous ne devez pas connaître Calimero, les plus jeunes. Je pas- Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu vas abandonner, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever. Si le monde te faisait tomber.